Nous sommes de retour dans la vidéo iceberg. Et aujourd'hui, je suis déjà soufflé. Aujourd'hui, nous allons pencher sur une partie de l'iceberg dans laquelle vous connaissez sûrement déjà. Xanax s'acharne sans relâche sur Yumi. Pourquoi elle? Certaines vidéos ont déjà parlé de ça, je vais essayer d'être bref sur cet aspect. Je vais plutôt me pencher sur l'aspect psychologique et philosophique, abrégiement de manière simple, comme en français ça fait. Je vais le faire en français, comme ça vous allez comprendre. Yumi est un personnage qui est isolé des autres, un personnage plus mature, donc un personnage dangereux pour Xana. Ok, il se dit, ok, elle va me causer des ennuis, donc il faut que je l'éradique au plus vite. Mais c'est pas juste une question d'éradication. C'est une question de fascination, de masochisme de la part de Xana. C'est très intéressant de voir la dichotomie entre Yumi et Xana. Avec le comportement que Xana a envers Yumi, on se questionne sur quel genre d'entité, quel genre de programme multi-agent est Xana. Parce que dans sa première vidéo que je fais à l'iceberg après la conférence que j'ai eue avec Sophie Croisette et Jérôme Mouscadet, donc si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, bienvenue, bonjour, j'ai été à la conférence. Et dans la conférence, on disait que Xana n'est pas un être matériel, il n'est pas un visage, il ne faut pas lui associer une vraie personnalité, c'est pas un homme ou une femme, c'est un programme informatique, multi-agent. Mais c'est intéressant quand même, d'un point de vue, c'est comme une série pour enfants, donc il faut simplifier un petit peu les choses, il faut personnifier un peu les personnages, même des personnages un peu plus ambigus, comme Xana. C'est pour ça qu'il y a des personnages un peu complexes. Apparemment, Xana a été créé pour éradiquer une menace qui existait déjà dans le monde de Code Lyoko et est toujours d'actualité. Et ça a été ça, je vais vous spoiler un petit peu d'un épisode d'un futur vidéo d'iceberg dans lequel je vais traiter de cela. Mais ici, là, on est en train de traiter un épisode d'iceberg concernant Yumi. Revenons à cela. Yumi en a bavé sur Lyoko et sur la vie réelle. Elle est prudente, elle sacrifie beaucoup, elle est puissante sur Lyoko guerrier, la télékinésie, voilà, c'est quelque chose de très puissant comme pouvoir. Mais Xana en profite des fois pour donner des coups bas. C'est la seule autre personne, à part William et Alita, qui a été attrapée par la méduse. C'est la seule qui a été amochée par des corbeaux, que ce soit par toutes sortes de créatures, par des aliens, des robots et j'en passe. L'étranglement, c'est quelque chose qui semble fréquent dans Code Lyoko. Donc je sais pas trop quoi penser à propos de cet aspect-là de Yumi. Comment elle navigue, comment elle peut dormir. Et malgré tout, Yumi finit par avoir des bonnes notes et avoir la moyenne, malgré tout ce qui lui arrive, malgré toute la souffrance. Alors c'est quoi votre excuse, Ulrich et Odd, hein? Si Yumi peut souffrir autant et malgré se payer des bonnes notes, c'est quoi votre excuse? En plus, vous pouvez reculer dans le temps. Supposément. Autre petite vidéo d'iceberg que je vous lance ici, que je vais traiter sur le voyage dans le temps. Le retour vers le passé. Ou est-ce un retour vers le passé? Bref, le bavardage. Revenons à Yumi. C'est quoi votre excuse, les amis? Mais pour être plus honnête, ce qui m'intéresse dans cet épisode d'iceberg, c'est le raisonnement derrière. Pourquoi Yumi souffre autant? J'ai toujours dit que Yumi, c'est le personnage le plus sage du groupe, même plus que Jérémy, qui des fois a tendance à être émotionnel quand il traite aux décisions qui traite d'Alita. Et Alita, elle est un peu trop naïve par moment, et même si elle a une certaine intelligence, elle se fait aller aussi par les émotions aussi. Yumi, c'est elle qui arrive à... Elle est émotionnelle, mais elle arrive à voir le juste milieu et aller vers la droiture et va voir vers où est supposé de le droit chemin. C'est ce qui est dangereux. Elle a voté littéralement dans l'épisode 2 de la saison 1 déjà pour révéler le secret aux autorités pour qu'on ferme le spéculateur et que Xana puisse être enfermé. Dès que Yumi a pris cette initiative,
Xana a tout de suite vu ça comme une menace. Et il s'est dit, non, non, il faut vraiment que je l'ai à l'œil, celle-là, parce qu'elle va me mettre des bâtons dans les roues. Et effectivement, 95 épisodes plus tard, il lui a mis des bâtons dans les roues. Le programme. Mais ça m'intéresse. Et je vais aller plus loin sur le fait de est-ce que Xana, c'est vraiment un être sans personne. Peut-être qu'il n'y a pas d'identité, mais ça a une personnalité. Je pense que Xana est un homme masculiniste. En limite que ça a été créé. Écoutez-moi bien. Je sais pas que c'est un homme, ça reste un programme et tout, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est créé dans l'optique. Déjà, ça a été créé par Franz Hopper, Xana. Un homme qui crée un programme supposément pas à son image, mais de ce qu'il voudrait que le programme exécute comme fonction. Donc déjà, il y avait ces idées-là. C'est comme une femme qui écrit un livre sur le féminisme. Un homme ne pourra jamais aussi bien écrire un livre sur ce sujet qu'une femme. Parce qu'elle le ressent. C'est pas juste le fait d'avoir fait des études. Puis moi, je suis pour les études, puis d'aller vraiment au fond dans un sujet et tout. Mais quand t'as pas l'intérieur de pouvoir parler des expériences de manière vorace, c'est pas vraiment passé au même niveau. Donc, pour revenir à Xana, le côté majestiste de faire souffrir une femme. Aïta, il la considère plus comme un membre de la famille qui ne peut pas se débarrasser pendant de longues dates. Il vivait avec elle sur Lyoko. D'une certaine mesure, Franz Hopper il a eu ses soucis dans le monde réel. Il s'est matérialisé dans le monde qu'il a créé avec Alita. On n'a jamais vraiment su la dynamique entre Xana et Alita entre ce temps-là. Après, vous allez dire, ah, mais non, c'était Alita et Xana étaient dormants, ils n'étaient pas en train d'interagir les uns les autres. Peut-être. Mais Alita était tout le temps sur le coup pendant un long moment durant la saison 1. Je sais pas ça date de combien d'années. Il y a des statisticiens en chef ici qui pourront me dire la saison 1, dans l'épisode 1 du Godzilla, le réveil de Xana et faux départ, le Cotter, ça a duré combien de temps en termes d'années ou en mois? Je pense que ça a duré 1 an parce qu'on a bien vu qu'on a fêté l'anniversaire d'Alita. Donc ça a duré au moins 1 an, la période de... Là, je m'égare un peu, mais vous comprenez la souffrance que Yumi subit face à Xana. Xana a toujours été fascinée par faire souffrir une autre femme qui est une humaine réelle, qui n'a pas été dans le Lyoko. Alita est une humaine, mais vous comprenez ce que je veux dire, avec qui il n'a pas été trop en contact. Il va voir une personne autre, comment la faire souffrir, puis il y arrive. Mine de rien, Yumi souffre. Et le Rikea résiste beaucoup, puis ils sont des casse-coups, donc ils n'ont pas peur d'avoir mal. Tandis que Yumi, elle est prudente, et quand ça lui arrive, c'est choquant. Donc dans cette optique-là, pour faire un tour résumé, voici, en gros, pourquoi je pense que c'est une théorie de l'iceberg. C'est parce qu'on ne se penche pas assez sur la question de pourquoi. Qu'est-ce qui motiverait Xana à faire souffrir Yumi de la sorte? Une torture mentale et physique. Parce que Xana a peut-être une fascination vers l'humain, sur ses limites, sur ce qu'il est capable d'encaisser. Et il dit que Yumi c'est une femme forte, qui peut isoler, qui peut vraiment lui faire ce qu'il veut. Et mine de rien, d'un point de vue biologique, une femme peut souffrir plus facilement qu'un homme au niveau physique si une entité, une créature, un programme s'acharne sur Yumi comme ça. En tant que femme, avec le corps d'une femme, elle va souffrir plus. Parce que, déjà aussi, pour donner la vie, une femme souffre plus qu'un homme en règle générale, parce qu'elle donne la vie littéralement. Un homme souffre aussi. Mais différemment. On dit l'homme souffre en silence, et il ne doit pas le démontrer. Donc peut-être que Xana, elle est pas bonne dans les émotions, peut-être qu'il ne voit pas la souffrance que le Rikea exhibit. Mais Yumi, la souffrance qu'elle exhibit, il le voit très bien, le programme. Et il utilise davantage son plein potentiel par moment. Donc voilà pour ce qui a trait de l'épisode d'iceberg suivant sur Yumi et Xana et leur relation non désirée, non symbiosée. Et on se penchera bientôt sur d'autres épisodes d'iceberg la semaine prochaine.
Et je vais en faire plus, inquiétez-vous pas. Après, quand tous les épisodes d'iceberg vont être faits, individuellement, je vais mettre un épisode complet qui va comprendre tout ceci. Donc, restez à l'affût. Ça va vraiment être incroyable. Au revoir.